Oui, tout à fait. Très bien, je vous laisse vous diriger vers les fils. Alors, c'est avec ordre alphabétique. Et donc, je vous laisse donner votre nom de famille et récupérer votre badge. Merci. Bonne conférence. Donc, un premier élément sur lequel je voudrais également vous partager, c'est-à-dire, c'est pas que des jeux numériques. Bonjour Margarida Romero. Bonjour Claude. Vous êtes directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, le LIN, de l'Université de Côte d'Azur. En quelques mots, quelle est votre mission et quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Je crois qu'ils dépendent de l'ESPE. Oui, tout à fait. C'est une très belle mission qui est celle de fédérer la recherche en sciences et l'éducation par le biais d'une équipe de recherche qui s'intéresse principalement à deux axes. L'un, c'est l'ingénierie coopérative, donc cette idée de faire la recherche collaborative avec les enseignants et pas sur les enseignants ou sur les élèves, et la créativité et le numérique, donc pour faire la part entre des usages du numérique qui seraient juste de l'utilisation et des usages du numérique qui engagent l'élève ou l'étudiant dans une démarche de création. Je résume, si vous me permettez. Mettre les élèves en action, ça vous intéresse. Mettre les enseignants en action, ça vous intéresse. Exactement. L'engagement cognitif, l'engagement créatif. Alors, nous sommes à EDOS, donc organisé à Pau. Et le thème de cette année, c'est le jeu. Le jeu, en classe, je joue, donc je suis. Votre conférence, vous l'avez intitulée « Jouer pour apprendre, une pratique inactive et parfois créative ». Alors, d'abord, en quoi jouer pour apprendre est-il une pratique inactive? Alors, donc jouer, je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, donc c'est une manière d'explorer les mondes, donc qu'on peut faire de manière non structurée, donc parfois quand on est enfant, on se met avec d'autres enfants à se créer des jeux, s'inventer des règles progressivement, d'autres fois on s'engage sur des jeux qui ont déjà des règles, et c'est une manière d'explorer ces mondes dans lesquels on s'engage, donc c'est une manière de faire un pas à côté de la réalité pour s'engager dans une interaction, dans un ensemble de règles. Et je pense que cette manière d'interagir, on peut la maintenir tout au long de la vie, et c'est spécialement intéressant quand on aborde un élément nouveau. Donc, par exemple, face à la découverte des technologies de robotique, on peut adopter une attitude des jeux pour explorer et donc apprendre et comprendre quelle est cette technologie, mais aussi on peut jouer des rôles pour se mettre en place dans une situation professionnelle. Donc, les jeux est une manière de se positionner dans une situation qui est un peu artificielle et qui nous permet de simuler et de comprendre les fonctionnements d'un monde, que ce soit numérique ou d'un jeu sur lequel on a des règles non numériques. Et l'inaction est cette théorie qui nous dit qu'en fait, on apprend par l'interaction avec les systèmes avec lesquels on est. Donc, ce qui est magique avec cet aspect, c'est qu'à la fois l'inaction, c'est une manière dont on programme des robots pour explorer des environnements inconnus, mais c'est également une approche qui nous permet de comprendre comment un bébé va explorer son environnement ou comment on va être dans une situation inconnue. Alors, cette façon d'aborder la cognition est-elle une façon qui permet d'aller plus loin dans la connaissance de cette cognition? En tout cas, c'est un des mécanismes. Je me dis, il y a comme plusieurs mécanismes et il ne faudrait pas non plus qu'on se limite à un. C'est un peu comme les algorithmes. Il y a des algorithmes d'exploration, il y a des algorithmes plus de classement, etc. Donc, face à la connaissance, il y a des fois où on a besoin de connaître. Donc, il ne faut pas dénier les aspects transmissifs parce qu'on ne va pas négocier les mathématiques ou certains concepts. Donc, ils existent. Il y a des règles règles grammaticales ou d'autres règles qu'il faut connaître. Mais en même temps, il y a d'autres aspects sur lesquels le fait d'être dans une démarche d'exploration peut être bénéfique pour construire des modèles différents, pour approcher un objet qui est complexe et donc sur lesquels on a besoin d'avoir une vision globale pour après les cerner plus spécifiquement. Donc, de mon point de vue, il faut que dans une expérience d'apprentissage, on combine ces différents mécanismes pour arriver à appréhender les différents niveaux, tant de connaissances comme compétences disciplinaires que compétences interdisciplinaires. Et c'est ce que vous faites au niveau de la formation des enseignants? On essaye de faire ça. Donc, dans les cours, en fait, moi, j'interviens principalement
dans les modules TIS. Donc, Oui. on fait d'abord, on soigne la technophilie. Donc, cette idée que le numérique. On doit la soigner. En tout cas, on doit être conscient si on est technophile fait. et qu'on pense que le numérique va tout résoudre. Parce que, voilà, comme Michael Estora aussi dans sa présentation nous disait, parfois on donne la faute au numérique ou on attend du numérique des choses qui en réalité viennent d'ailleurs. Donc, c'est un problème d'attention en classe, c'est peut-être pas la faute du numérique ou c'est pas non plus le numérique la solution. Il y a un problème d'attention et il faut adresser ce problème d'attention. Donc, c'est le fait de ne pas croire à des effets miraculeux du numérique pour faire que les enseignants qui sont des professionnels avec un critère qui doit guider la pratique en classe puissent se dire pour cette activité-là, ceci peut être intéressant avec le numérique et avec tel type d'application ou avec tel type d'usage. Et puis pour cela, je ne suis pas certain. Donc avoir cette critère qui est essentiel pour face à un environnement qui change tout le temps, pour avoir des critères pour savoir si on va ou on ne va pas sur les numériques ou on reste en analogique. Alors, on soigne la technophilie, et ensuite Et ensuite, donc on explore qu'est-ce qu'on peut faire avec les numériques, mais aussi décoder la culture numérique. Donc, connaître qu'est-ce qu'un algorithme devient de plus en plus important. Donc, il y a des personnes qui travaillent pour des algorithmes. Donc, les chauffeurs Uber, par exemple, ils travaillent pour une application. Or, je pose souvent la question à des chauffeurs et puis ils ne savent pas décrire cet algorithme. Bien sûr. Donc, je me dis, un aspect citoyen qui va être de plus en plus important, ça va être que, en tant que citoyen, si on travaille pour une entreprise qui nous engage en base à des algorithmes, négocier ces algorithmes-là, que ce soit ouvert comme Parcoursup ou pour d'autres algorithmes, qu'on puisse citoyennement, même si on n'a pas écrit l'algorithme, qu'on puisse les critiquer. Qu'il puisse y avoir même dans la presse un scandale parce qu'on a découvert que les paramètres de tel algorithme étaient injustes. Donc, rendre l'algorithme un peu plus citoyen ou les citoyens plus aptes à appréhender les algorithmes. Les deux, oui, tout à fait. Donc, il y a un effort éthique de l'industrie du numérique et des acteurs du numérique, pas qu'industriel, mais aussi public, à faire que le numérique ça soit expliqué correctement. Donc, on n'aille pas sur cette mystification de l'intelligence artificielle ou sur une acceptation de boîtes noires, de choses qu'on ne comprend pas. Donc, il faut faire un effort de citoyen d'explication. Et d'un autre côté, il faut que l'éducation s'empare de cette culture-là pour que les personnes se disent, voilà, en fait, face à un objet, même moi je me dis, je rêve d'un monde où on puisse aller chercher une machine à laver et on réclame une machine à laver open source. Alors, donc la formation des enseignants, c'est aussi leur permettre ce pas de côté. Je vais utiliser votre expression, qui leur permet d'avoir un regard sur la société, donc numérique, qui s'ouvre, et leur permettant aussi d'avoir cette analyse critique qui permet de former les élèves qu'ils vont avoir à former pour qu'ils aient ce regard-là. Tout à fait, tout à fait. C'est être soi-même en tant que professionnel conscient de qu'est-ce que le numérique pour aller chercher des ressources, pour en créer, pour se réseauter avec d'autres professionnels de l'éducation et à la fois accompagner les élèves et ses parents, donc qui ont aussi beaucoup de craintes autour du numérique et autour des différents usages sur la maîtrise de ces technologies pour en tirer les meilleurs profits. Donc pas tomber non plus dans des interdictions ou ne pas tomber sur des interdictions trop globales, cibler spécifiquement les problèmes. Très bien. Bon alors, et qu'est-ce que ça donne sur les enseignants, je dirais sur les millennials, oui, ces jeunes enseignants qui sont des étudiants en master et qui vont passer les concours de l'éducation nationale. Comment réagissent-ils à cette façon que vous leur proposez d'aborder leur propre métier ? Oui, globalement très positivement parce que je pense que c'est plutôt rassurant de se dire, voilà, on doit tous comprendre, d'avoir un discours intégrateur dans lequel on se dit, il faut démystifier, puis c'est pas sorcier, puis un algorithme il fait juste traiter des données, et puis ce sont de mauvaise qualité. Bref, on démystifie, donc je pense qu'il y a un côté rassurant. Et il y a d'un autre côté, on observe que cette mythe de digital native, donc des natifs digitaux, c'était
juste une fausse promesse parce qu'on retrouve parmi les enseignants certains qui sont très habiles avec les numériques et d'autres qui sont plutôt des utilisateurs de réseaux sociaux, mais qui n'ont pas une maîtrise encore suffisante des outils de bureautique ou qui vont avoir une idée assez fausse d'un fonctionnement d'un réseau. Donc, je dirais qu'on est face à une difficulté qui est celle pour certains jeunes de penser qu'ils sont très à l'aise avec les numériques, quand en réalité ils sont juste en train d'effleurer une partie très superficielle qui est celle de la participation, mais donc partager, liker, etc. Mais ils ne sont pas au traitement de données ou à comprendre les fonctionnements d'un ordinateur. Alors vous dites également, jouer pour apprendre, une pratique parfois créative, c'est restrictif ? En fait, les jeux, comme beaucoup des technologies, il y en a de tout type. Donc, il y a certains jeux dans lesquels on va juste cliquer et puis sélectionner des réponses. Et puis là, presque le hasard intervient. Donc, on peut se dire que cette réponse est la meilleure, etc. Et presque on peut deviner certaines réponses. Mais parfois, d'autres jeux, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est créer Minecraft ou des environnements de ce type-là. On est vraiment dans la construction. Donc, il faut voir les jeux d'une manière très diversifiée. En voyant quel est l'engagement de l'élève dans ces jeux. Est-ce qu'il va être juste un consommateur interactif ou est-ce qu'il va pouvoir créer par exemple, est-ce qu'on l'engage à la création de niveaux? Est-ce qu'on l'engage même dans la création d'un mini-jeu? Donc, on lui propose de créer un mini-jeu avec Scratch pour expliquer un concept qu'il a vu en classe. Donc, quelle est son interaction avec les jeux? Donc, inciter les élèves ou permettre aux élèves de créer des jeux va leur permettre d'apprendre à apprendre? En tout cas, c'est une réflexion, ça demande une maîtrise des contenus pour les scénariser et pour les créer. Et donc, étant donné qu'on est en train de reconstruire des contenus et d'avoir une démarche de ce type-là, on peut espérer que cet engagement, qui est un engagement beaucoup plus actif que le simple fait de recevoir ou d'identifier, puisse aider aux élèves. En tout cas, nous, ce qu'on voit quand on fait des ateliers de création de jeux, c'est qu'ils se posent de vraies questions. Alors, ce personnage, c'est un personnage historique, est-ce que je peux l'habiller comme ci, est-ce que ça c'est correct? Donc, le fait de vouloir créer quelque chose qui est correct les amène à se poser des questions. Ouais. Apprendre, c'est un processus qui ne se fait pas dans la solitude, qui est collectif. Enseigner, est-ce un processus qui est collectif? Oui, on les voit ici à IDOS, on les voit à Ludovia, on les voit dans... Il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent cette connexion, soit par les réseaux sociaux, soit ils ont la chance dans leur établissement d'avoir connecté avec d'autres collègues et c'est magique parce que, à plusieurs, on va plus loin, donc c'est très important de briser l'isolement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un effet très positif du numérique, la connexion entre les enseignants peut être beaucoup plus simple qu'auparavant. Donc pour enseigner, apprenons ensemble. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Margarida. Merci beaucoup. Merci.